Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, je vais être bref. Où sont passés les milliards qui ont été gagnés dans les années 90? L'Office fédéral des assurances privées est le bras armé du secteur des assurances privées. 16 avril 2002, coup de tonnerre sous la coupole fédérale. Des parlementaires de tous bords réclament des comptes. Les compagnies d'assurance, à travers les instances dirigeantes du Parti radical, via M. Bührer et Mme Berli, ont fait pression jusqu'au Conseil fédéral. Mais cette fois-ci, grâce à vos protestations, ça ne marchera pas. 20 milliards de francs ont disparu des radars. 20 milliards d'excédents provenant des cotisations du deuxième pilier géré par les assureurs vie. 20 milliards devant en principe profiter aux assurés. Pourtant, tout avait si bien commencé. En 1972, le peuple avait voté pour un système de prévoyance vieillesse lui garantissant une retraite à l'abri du besoin. Du moins, c'est ainsi qu'on lui avait vendu le système des trois piliers. La prévoyance vieillesse doit permettre le maintien dans une mesure appropriée du niveau de vie antérieur, ce qui implique le versement d'une rente totale égale pour une personne seule, au moins à 60% du dernier revenu brut du travail. Et pour un couple, à un pourcentage plus élevé. Permettre le maintien du niveau de vie, c'était la belle promesse de cette votation. Une promesse convaincante puisque le 3 décembre 1972, le peuple l'a plébiscité à plus de 75%. 4 jours plus tard, les directeurs des principales compagnies d'assurance vie se réunissent pour une séance importante à l'hôtel Atlantis à Zurich. Nous avons en effet gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Les différents directeurs de compagnies d'assurance présents se congratulent face à cette victoire historique. Ils sablent le champagne. Il est important que nous apparaissions unis face à l'opinion publique. Ils se félicitent de la collaboration qui a prévalu entre les compagnies d'assurance, les organisations patronales et également l'Association suisse des banquiers. Il faut éviter de s'entre-déchirer les uns les autres. Un procès-verbal résume d'ailleurs tout l'enjeu de cette votation, comment vont s'organiser les forces en présence pour mettre en place le deuxième pilier obligatoire. Ce protocole du 7 décembre 1972 est une source historique tout à fait exceptionnelle. Il est rare de trouver un document historique qui met en scène d'une manière aussi claire les stratégies et les tactiques politiques d'un groupe d'intérêt au XXe siècle. À travers ce protocole confidentiel, ce film raconte comment le système des trois piliers a été conçu par et pour les assureurs vie. C'est ce système des trois piliers qui a engendré le scandale des 20 milliards de francs. Des parlementaires de gauche et de droite sont alors déterminés à faire toute la lumière. Car il est même question de Rentenklau, de pillage des rentes en français. Ci si è resi conto che il secondo pilastro a carattere sociale On s'est rendu compte que le deuxième pilier, à vocation sociale, se trouvait dans une zone grise qui permettait aux assureurs de prévaloir sur les intérêts des assurés. Dans la pratique, cette zone grise masquait le fait que les assureurs engrangeaient les excédents provenant du deuxième pilier sans en redistribuer suffisamment aux assurés. Quand nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une somme d'environ 20 milliards de francs, nous nous sommes dit que nous devions vérifier où étaient passées ces réserves.
Il faut de la transparence sur la manière dont ces bénéfices sont réalisés, sur la manière dont ils ont été gérés, car il s'agit de l'argent des travailleurs et des employeurs qui ne peut pas être transféré tel quel dans la poche des actionnaires. Les assurances nous disaient toujours que ce n'étaient pas des bénéfices si importants comparés aux risques, etc. En fait, la transparence, elle, faisait défaut. Et c'est précisément ce point-là, avec d'autres points de la révision, qui ont provoqué un débat, qui ont été corrigés. Parce qu'il est clair qu'il y avait un sentiment de malaise. Mais la preuve que quelque chose n'était pas correct n'existait pas. Le deuxième pilier a 3 cotisants. Il y a l'assuré, il y a l'employeur et il y a les intérêts. Et à long terme, les intérêts sont aussi importants que les 2 autres. Alors si on vous pique une partie des intérêts, ça réduit votre rente à l'âge de la retraite. Et c'est ça, le Rentenklau. Et il a été important, on l'a chiffré en 20 milliards. Les compagnies d'assurance Swiss Life, AXA, Allianz, Helvetia, Pax, La Baloise et l'Association suisse d'assurance n'ont finalement pas participé à ce film, malgré nos demandes et les contacts suivis que nous avons eus avec plusieurs d'entre elles. Les assurances ont pourtant joué un rôle décisif dans cette histoire. Est-ce bien la mission des assureurs-vie privés de se mêler de deuxième pilier, alors qu'il s'agit d'une assurance sociale ? Le protocole du 7 décembre 1972 va peut-être nous aider à comprendre. Mais il faut d'abord faire un détour par l'histoire, en revenant au début du XXe siècle, à une époque où les assurances sociales n'existaient pas encore. On se souvient que pendant la guerre, la situation était particulièrement difficile. Pour les personnes âgées, il n'y avait pas d'aide sociale, surtout pour les personnes âgées des classes ouvrières. Le problème était de savoir comment subsister. Ces personnes âgées devaient soit travailler, soit dépendre de leurs proches. Donc leur situation était très difficile, car elles vivaient dans la pauvreté, voire la misère. La gauche a toujours formulé des revendications en faveur de ces personnes. En 1904, le Parti socialiste suisse adopta l'un des programmes les plus importants dans lequel toute une série de revendications assez précises furent également proposées. Dans le domaine social, on évoquait déjà une assurance vieillesse et invalidité. À la fin de la guerre, cette demande est réapparue. Cette agitation sociale culminera lors du déclenchement de la grève générale de novembre 1918. Elle suscite une grande peur au sein de la droite et du patronat. Et c'est dans ce contexte de tension que plusieurs grosses entreprises créent pour leur personnel des caisses de retraite, ce qu'on appellera plus tard des caisses de pension. Les compagnies d'assurance sur la vie s'engouffrent dans ce nouveau marché en pleine croissance. Elles proposent aux entreprises intéressées de gérer leurs caisses de retraite contre paiement, bien sûr. Et cela marche. En 1930, les assureurs vie administrent plus de la moitié des caisses de retraite existantes. Dès cette période, ou plus tard au début des années 20, les grandes compagnies d'assurance vie
Swiss Life, qu'on appelle la Rentenanstalt à l'époque, la Zurich Assurance ou la Baloise Vie, sont des acteurs clés à la fois du marché naissant de la prévoyance vieillesse. Alors c'est le début de ce qu'on appellera bien plus tard le deuxième pilier, mais ils sont aussi partie prenante des débats politiques et publics sur le futur de l'AVS. Mit 864.189 Ja gegen 216.079 Nein hat das Schweizer Volk am 6. Juli beschlossen, eine wirksame Hilfe für die Alten und Hinterbliebenen aufzubauen. 30 ans après la grève générale, l'AVS voit enfin le jour en 1947. C'est la naissance d'une importante assurance étatique censée sortir les personnes âgées de l'indigence. Quelques années avant cette victoire fondamentale, les assureurs saluent déjà ces efforts pour mettre en place l'assurance vieillesse. Ils ne sont pas du tout des opposants de la future AVS, bien au contraire. Comme nous le dit un assureur dans une revue d'assurance, nous ne croyons pas que l'introduction d'une assurance vieillesse nuise à l'intérêt des compagnies. Bien au contraire. Sachant qu'ils recevront une petite retraite de cette future AVS, les gens auront l'envie de rendre cette pension suffisante en concluant une assurance complémentaire à l'assurance vieillesse, que les compagnies d'assurance vie créeront spécialement à cette intention. Cet assureur voit déjà le futur, c'est-à-dire la mise en place d'un socle de base, une petite assurance vieillesse, l'AVS, et après toute une panoplie de mesures complémentaires qui sont mises en place ou bien par les entreprises elles-mêmes, ou bien par les compagnies d'assurance vie. Un acteur important entre désormais en scène. Peter Binswanger, juriste à l'Office fédéral des assurances sociales. C'est lui qui a rédigé la loi sur l'AVS. Il quitte le service de la Confédération en 1955 pour entrer à la Winterthur Assurance. Peter Binswanger va développer le marché des caisses de pension et apportera une contribution fondamentale pour la mise en place du futur système des 3 piliers. Pour ce faire, il fonde une commission qui porte son nom et qui est dotée d'un budget équivalent à plus de 3 millions de nos francs actuels. Alors cette fameuse commission Binswanger, qui est créée en 1961 et qui rassemble les grandes compagnies d'assurance vie, le lobby des caisses de pension d'entreprise, mais aussi les grandes associations patronales, va jouer un rôle clé dans la définition de la tactique politique visant à verrouiller le système de prévoyance vieillesse. Et ce patient travail de lobbyisme des assureurs portera finalement ses fruits. On en prend la mesure lors de la publication d'un message du Conseil fédéral en 1963 qui décrit l'avenir de la prévoyance vieillesse en Suisse. C'est la première mention officielle et une étape importante de ce qu'on qualifiera plus tard de doctrine des 3 piliers. On recourt généralement à 3 moyens pour assurer notre population contre les conséquences économiques de la vieillesse. La prévoyance personnelle, l'assurance collective professionnelle, l'assurance sociale avec l'aide complémentaire. Les rentes AVS doivent donc rester des prestations de base, qui ne peuvent à elles seules couvrir les besoins de l'assuré dans les cas de vieillesse. Ce paragraphe, qui est présenté comme une déclaration du Conseil fédéral, reprend en fait mot pour mot la conception colportée par les assureurs depuis les années 20. Durant les années 1960, la situation se radicalise. Le Petit Parti communiste, connu sous le nom de Parti du travail, lance en 1968 une initiative fédérale pour des pensions populaires. Cette proposition exclurait les assurances vie du marché de la prévoyance vieillesse. Elle préconise en effet une espèce de super AVS qui engloberait les caisses de pension existantes. La prévoyance vieillesse serait du coup entièrement étatisée. Peter Binswanger va convaincre tout ce monde patronal et bourgeois de la nécessité non seulement de balayer l'alternative des pensions populaires et non seulement de la nécessité d'inscrire le principe des 3 piliers dans la Constitution fédérale, mais de lui donner une traduction institutionnelle forte, c'est-à-dire un deuxième pilier
obligatoire. Le combat contre les pensions populaires est mené par un conseiller fédéral socialiste, Hans-Peter Tschudi. C'est l'homme qui va participer à l'inscription de la doctrine des 3 piliers dans la Constitution fédérale. Alors ça paraît paradoxal, comment un conseiller fédéral de gauche peut-il adopter la conception développée par les assureurs? La prévoyance vieillesse, premier et deuxième pilier, doit permettre le maintien dans une mesure appropriée du niveau de vie antérieur, ce qui implique le versement d'une rente totale égale pour une personne seule, au moins à 60% du dernier revenu brut du travail, et pour un couple à 1%. Hans-Peter Tschudi explique ici à quoi ressemblera le système des 3 piliers, désormais précisément défini en vue de la prochaine votation. Il y a le premier pilier, l'AVS, une assurance fédérale versant une rente minimale. Le deuxième pilier, ce sont les caisses de pension gérées en partie par les assureurs vie. Et le troisième pilier, un compte d'épargne spécial pour la retraite. Dans ce système, le deuxième pilier deviendra obligatoire pour tous les salariés. Cela nécessitera une forte augmentation du nombre de caisses de pension. Le 3 décembre 1972, le peuple doit trancher entre l'initiative du Parti du travail pour des pensions populaires et le système des 3 piliers. Tous les autres partis, y compris le Parti socialiste et les syndicats, soutiennent les 3 piliers. Le 3 décembre 1972, 75% des votants acceptent l'inscription de la doctrine des 3 piliers dans la Constitution fédérale. Il s'agit donc d'une légitimité très forte pour ce projet que portent les assureurs depuis plus d'un demi-siècle. Qu'est-ce qui attend les assurances vie après cette victoire du 3 décembre 1972? Et là, on peut reprendre le protocole qui nous dit « Nous avons en effet gagné une bataille. Nous avons en effet gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Au contraire, le combat continue. Nous devons nous y engager avec toutes nos forces afin que le cadre légal du premier et du deuxième pilier de la prévoyance vieillesse garde une dimension raisonnable. Dans cette conception de l'article constitutionnel de 1972, nous avons le système actuel où l'AVS sert de base, les compléments sont amenés par les caisses de pension et enfin, la responsabilité individuelle a également son rôle à jouer. Cette conception pénètre de manière intégrale l'histoire du système de prévoyance vieillesse pendant tout le XXe siècle. Évidemment, l'article constitutionnel ne fait qu'inaugurer une nouvelle phase politique, c'est-à-dire la mise en place concrète du deuxième pilier obligatoire. Les conséquences de cette mise en place du deuxième pilier seront désastreuses. Elles conduiront en 2002 au scandale des 20 milliards de francs. Je m'adresse maintenant en dernière instance au Conseil fédéral. Savez-vous où se trouvent les milliards issus de ces excédents? Je ne peux pas vous dire si c'est des centaines de millions, si ce sont des milliards. Je ne peux pas vous dire quels montants exactement ont été dans ces placements reversés aux caisses selon les engagements pris ou au contraire fait partie des bénéfices des institutions qui ont fait ces placements. Je ne savais pas s'il s'agissait de centaines de millions ou de milliards, mais qu'effectivement, il y avait eu des fonds qui auraient dû revenir à la prévoyance et qui avaient servi à boucher d'autres trous dans les assurances privées qui géraient ces capitaux. La vérité est que l'on n'a pas su et qu'on ne le saura jamais quel a été le montant exact. Mais ce que je voulais dans cette réponse, c'est confirmer le fait qu'il y avait eu effectivement ces évasions de fonds, donc une perte pour les travailleurs. Je dois avouer que lorsque j'ai préparé la première révision de la prévoyance professionnelle, je n'en avais absolument aucune idée. Et c'est au fond, en préparant dans les commissions déjà parlementaires le débat,
que ces chiffres et ces soupçons et ces craintes se sont exprimés. On a été absolument surpris. Les assureurs sont sur le banc des accusés, puisque les 20 milliards d'excédents manquants concernent uniquement la partie du deuxième pilier gérée directement par les assurances. On a alors l'impression que les assurances font ce qu'elles veulent avec ces excédents. Elle ne fait pas ce qu'elle voulait, elle respectait la loi. Par contre, l'évolution pratique de l'économie permettait peut-être de faire des bénéfices qui étaient plus importants que ceux qu'on pouvait imaginer au départ. C'est le risque qu'on a quand on recourt à ce type de service, les assurances vie. On a la sécurité, on sait qu'il n'y aura pas de faillite, que ce qui est promis sera donné, mais s'il y a des bénéfices, c'est la contrepartie du risque que prenaient les assurances vie. S'il y a du bénéfice, il risquait d'être resté dans les réserves de la compagnie d'assurance. Devant la commission parlementaire examinant la révision de la loi, les experts expliquent l'origine de ce surplus de recettes qu'on appelle les excédents. Les assureurs vie devaient payer aux assurés un intérêt de 4% sur les 110 milliards de francs qu'ils administraient. Or, les marchés financiers donnent, durant cette période, des rendements de 7 à 12%. Où est passée la différence? C'est toute la question qui pèse dans les 20 milliards de francs. Le problème de ce que l'on appelle les excédents est en effet intervenu dans les années 2000. Il a pris un tour assez polémique. Au fond, c'était un rappel quand même de l'opposition du départ. Il fallait pouvoir maudire ce deuxième pilier pour tenter de revenir à un seul pilier qui, lui, serait théoriquement plus transparent que le deuxième pilier. C'était un nouveau territoire qui a été découvert aussi bien par les assurés que par les assurances en 1985, et ça a pris un certain nombre d'années pour trouver un équilibre. C'est pour ça que le mot transparence est le mot essentiel. Ce qui s'est passé pendant cette première période, c'est vraiment que, effectivement, c'était un triangle des Bermudes. Un triangle des Bermudes, mais uniquement dans les caisses de pension liées aux assurances vie. Car dans ce cas, l'argent des cotisations est transmis à l'assureur vie et c'est lui qui en prend le contrôle. Mais les assureurs tiennent une comptabilité virtuelle et opaque concernant ces excédents. Ils mélangent affaires privées et affaires réalisées dans le deuxième pilier. Tout est versé dans le même pot. Une vraie boîte noire. Dann haben wir uns gesagt, da gibt es doch jemand, der diese Privatversicherer Nous nous sommes alors dit qu'il y avait bien quelqu'un qui surveillait ces assureurs privés, parce que la loi exigeait aussi une surveillance. Et cette surveillance était assurée par l'Office fédéral des assurances privées. Et c'est pourquoi nous lui avons demandé par écrit comment s'étaient constituées ces réserves, où elles étaient, quels étaient les frais administratifs et à combien s'élevaient les réserves de fluctuation. Et nous avons reçu une réponse de l'Office fédéral des assurances privées, une réponse très spéciale. En bref, cette lettre disait ceci. La transparence dans ce domaine n'est pas souhaitable, car elle nuirait à la compétitivité des assureurs vie en Suisse et à l'étranger. Et tout le monde était atterré par une telle réponse de la part de la surveillance, ce qui nous a motivés encore plus pour tirer toute cette affaire au clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office fédéral des assurances privées était en fait l'Office fédéral des assureurs privés. Donc cet office pensait comme un assureur. Il n'a pas soutenu les assurés, mais il a veillé à la bonne santé financière des assurances. Et cela s'est poursuivi au Parlement, où siégeaient de nombreux parlementaires, membres de conseils d'administration d'assurance vie. Leur influence était très grande.
Les assurances faisaient des dons au parti. Cette influence s'est ressentie jusqu'au Conseil fédéral, où il y avait le ministre des Finances, M. Merz, qui avait été auparavant conseiller à l'UBS et qui était aussi proche des assurances. On peut dire que tout le monde était bien disposé à l'égard des assurances. Dire que la politique des 3 piliers, elle vient protéger une niche rémunératrice pour les assureurs, pour les grosses entreprises, c'est pas seulement une vision en fait de l'historien ou des personnes qui observent. C'est une stratégie politique qui est explicitement développée par les assureurs vie, qu'on peut trouver noir sur blanc dans quantité de documents internes, dans laquelle vraiment une politique de défense de ces intérêts privés est conçue, formulée, défendue, puis mise en place par l'État, qui a vraiment comme objectif chérissons, protégeons, faisons en sorte que cette niche rémunératrice, que cette poule aux œufs d'or qu'est le 2e pilier, puisse continuer à porter ses fruits à l'avenir. Les assureurs privés disposent d'un appareil puissant pour éclairer l'opinion publique. Nous ne voulons pas de grand appareil de contrôle étatique. Au début, les assureurs ont eu le sentiment qu'on pouvait m'influencer par l'intermédiaire du parti. Je dois aussi dire qu'à l'époque, le président de notre parti était membre du conseil d'administration de la Rentenanstalt et qu'il était donc tout naturellement opposé à mes revendications. Je me souviens avoir été convoquée avec le PDG de la Rentenanstalt par le président du parti et on a essayé de me convaincre de l'importance de l'activité lucrative des assureurs vie. Et je ne me suis pas laissée influencer. Mais à la suite de ces tentatives de pression, j'ai renoncé à participer aux réunions du groupe parlementaire. Habe ich dann aufgegeben, in die Fraktionssitzungen zu gehen. Ce lobbyisme, il s'exerçait à tous les niveaux. Il s'exerçait aussi auprès de mes collègues au Conseil fédéral et donc me rendait plus difficile la tâche de trouver le bon compromis avec mes collègues. Et puis il s'exerçait naturellement auprès des parlementaires, certains se faisant absolument l'écho. En mai 2004, la commission de gestion du Conseil national publie une enquête exhaustive qui confirme tous les soupçons exprimés par les parlementaires critiques. Le calcul des excédents de 1985 à 2001 reposait sur des bases opaques et inintelligibles. Des excédents générés dans le 2e pilier ont pu être utilisés par les assureurs pour couvrir des pertes faites ailleurs. Il n'est plus possible d'estimer les excédents encaissés par les assureurs depuis 1985, faute de données. L'Office fédéral des assurances privées n'était pas en mesure de protéger les assurés contre les abus. Là, il y avait même une entente entre les grandes compagnies d'assurance et l'Office fédéral des assurances privées. Et c'était choquant. C'était choquant. On peut dire que l'Office fédéral a été en main des grands assureurs de la Suisse. L'économie a aussi exploité la surveillance. L'OFAP, dans ce domaine, dit très cyniquement le secteur de l'assurance vie est un secteur important pour la vie économique suisse. C'est des entreprises qui ont une renommée mondiale et les meilleures, si les rendements là-dessus sont meilleurs. Et ce faisant, ils ont tout simplement négligé leur obligation première, qui était d'assurer le fonctionnement d'une assurance sociale. Aujourd'hui, les 8 compagnies d'assurance vie actives dans le 2e pilier réalisent les 2/3 de leur chiffre d'affaires dans ce domaine. Elles administrent la prévoyance professionnelle de 43% des assurés actifs et gèrent près de 200 milliards de francs. À la suite du scandale des 20 milliards, l'Office fédéral des assurances privées sera finalement dissous et intégré à la FINMA, le nouveau gendarme des marchés financiers.
Aujourd'hui, les lois sont bien sûr beaucoup plus strictes. Les affaires de la prévoyance professionnelle sont soumises à une réglementation et à une surveillance très étroite. Les outils dont nous disposons pour exercer cette surveillance sont tels que nous pouvons également surveiller les assureurs vie de manière sûre, efficace et effective dans ce domaine. Bien sûr, la digitalisation et le traitement des données nous aident également. Cela devient de plus en plus transparent et efficace d'un côté, et de l'autre, il n'y a plus que 8 assureurs vie qui exercent cette activité. Il y a donc moins d'assurances à surveiller. Après la polémique des 20 milliards de francs, la loi a été modifiée afin d'introduire davantage de transparence dans les comptes des assureurs. Pour la première fois, on y a défini ce qu'on appelle les excédents et comment il faut les partager. La legal quote, ou quote-part minimale qui a été introduite, régit en effet la manière dont ces excédents doivent être répartis entre les assurés et les assurances vie. Il a été décidé qu'un maximum de 10% de ces excédents peuvent être encaissés par les assureurs, notamment pour la constitution du capital risque. Nous étions totalement satisfaits au sein de la Commission. Cela allait de la gauche à la droite. On a dit, OK, les assurances peuvent recevoir jusqu'à 10% des bénéfices réalisés, mais le réveil fut brutal lorsqu'on nous a fait comprendre que 10% des excédents signifiait en réalité 10% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus encaissés par l'assurance. Là, nous avons raté quelque chose à la Commission. Parce que nous avons sous-estimé la ruse, pour ne pas dire l'aplomb des assureurs vie. Nous n'avions pas réussi à définir la notion de revenu. Et puis le projet d'ordonnance est arrivé. Et cela a provoqué un tollé. Et la Commission a envoyé un courrier au conseiller fédéral compétent, le conseiller fédéral Merz, une lettre pour lui dire que comme ça n'allait pas. Il y a des juristes qui ont estimé que cette ordonnance allait à l'encontre de la loi et que la quote-part de 10% en faveur des assureurs n'a pas été respectée. Mais le Parlement a décidé que le conseiller fédéral Merz était allé jusqu'à l'extrême limite de ce que la loi permettait. Oui, les assurances ont tout simplement exercé leur influence dans différents comités. Elles ont œuvré dès les commissions préparatoires pour que l'on interprète les choses à leur avantage. Et à la fin, on a simplement dit que c'était au Conseil fédéral de décider. Or, le conseiller fédéral Merz dirigeait le département des finances. C'était donc lui qui était responsable de la surveillance des assurances. En fait, il s'agissait d'une tromperie qui a ensuite été approuvée par le Conseil fédéral. Pourquoi la méthode dite brute est trompeuse? Parce que les gens peuvent penser que les assureurs vie gardent 10% du résultat. Or, la méthode brute permet aux assureurs vie de garder jusqu'à 30% du résultat net, et ce, après constitution de toutes les réserves et provisions qui sont nécessaires pour garantir l'équilibre financier du domaine de l'assurance deuxième pilier. Ce partage avec la legal quote entre les assurances et les assurés doit certes toujours exister. Mais il faut que la classe politique se pose la question et choisisse. Parce que plus la legal quote se fait au bénéfice des assurés, moins l'activité est attractive pour les assureurs et moins il y aura d'assureurs pour continuer à travailler dans ce domaine. En d'autres termes, mieux vaut ne pas trop toucher aux bénéfices des assureurs. Une chose est sûre en tout cas,
les assurances-vie ont encaissé plus de 8 milliards de francs de bénéfices depuis l'instauration de la Legal Quote en 2005, selon les données de la FINMA. Je dois dire très simplement qu'il n'existe aucune activité, aucun secteur économique, aucune organisation qui puisse mettre 10% du total des recettes encaissées purement et simplement dans sa poche, comme ça. C'est impossible. On a un cadre qui a pour ambition d'être clair. Donc on a une autorisation de profit. Maintenant, il faut être honnête. Ce cadre clair peut poser un problème sous l'angle de la justice sociale et du fonctionnement des assurances sociales. C'est une particularité de la Suisse, c'est des choix politiques qui ont été faits et qui nous imposent de travailler dans ce cadre-là. Le système, il a été construit comme ça. Si on veut le changer, il faut véritablement une démarche politique à mettre en place. Ce système a été construit lorsqu'il a fallu concrétiser par une loi les promesses de la votation du 3 décembre 1972. Ce sera la loi sur la prévoyance professionnelle, la LPP comme on l'appelle, élaborée par le Parlement durant les années 1970. La longue histoire de la LPP, c'est un classique de la législation suisse qui veut souvent qu'on ait un long écart entre l'adoption d'un article constitutionnel et après la mise en application sur la forme d'une loi. À partir du moment où en 72 on a le principe, qui c'est qui va vraiment écrire les législations? Qui c'est qui va vraiment mettre en œuvre ça? C'est ceux qui savent faire. Et ceux qui savent faire, c'est qui? C'est la Rentenlandstadt, c'est la Zurich. C'est les patrons qui gèrent des grandes caisses. Et c'est eux qui vont être amenés à vraiment participer dans des commissions, pas dans les grands débats qui font la une des journaux, mais dans des commissions qui se passent à Interlaken pendant une semaine, où on se réunit pour vraiment écrire la législation. Et c'est là que le pouvoir de ces acteurs-là va vraiment se faire sentir. En 1977, c'est le coup de grâce. Le Conseil des États s'empare du projet de loi sur la prévoyance professionnelle. Il va le vider de sa substance pour le façonner selon les intérêts des assureurs. Un des lieux centraux de cette réécriture, c'est cette commission du Conseil des États qui va faire vraiment un nouveau projet, d'une certaine manière, à la fin de 77. Et quand on regarde la composition de cette commission, il y a un certain nombre de noms qui vous sautent aux yeux, par exemple celui de Fritz Honegger. Fritz Honegger, c'est un peu l'homme fort du patronat zurichois depuis le milieu des années 60. On est juste avant son élection au Conseil fédéral, qui va avoir lieu à la fin de l'année, puis il va y rester un certain nombre d'années comme chef du département de l'économie publique. Au moment où il siège dans cette commission du Conseil des États, il est vice-président de la Rentenlandstadt. C'est Monsieur Rentenlandstadt. Quand il parle dans cette commission du Conseil des États, il a le poids du conseiller aux États zurichois, mais il parle au nom de la Rentenlandstadt, il parle au nom du patronat zurichois. Dans le contexte politique de cette fin des années 70, c'est très difficile d'aller contre la force de ces milieux-là, qui à n'importe quel moment peuvent lancer l'initiative, financer un référendum, mener une campagne de propagande extrêmement forte. Il parle au nom vraiment de tous ces milieux-là. Dans cette commission, on trouve aussi un membre du conseil d'administration de la Zurich Assurance et de la Vita, donc la branche d'assurance-vie de la Zurich. On trouve un banquier de la Société de Banque Suisse. Donc en fait, quand on étudie le travail de cette commission, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est les intérêts patronaux, les intérêts derrière la gestion du deuxième pilier, qui revendiquent, qui réclament une loi taillée pour eux. En juin 1982, le Parlement fédéral vote avec le soutien des socialistes la version définitive de la loi sur la prévoyance professionnelle. On est loin des promesses faites avant la votation de 1972. Entre autres choses, les bas salaires et les temps partiels sont exclus du deuxième pilier. Mais surtout, on passe de la primauté des prestations, c'est-à-dire le montant des rentes est prédéterminé en pourcent du salaire, à la primauté des cotisations, c'est-à-dire le montant des rentes dépend du capital vieillesse épargné. Cela signifie que le montant de la rente du deuxième pilier n'est plus garanti, contrairement aux promesses de 1972.
Alors ça, évidemment, c'est un changement, en fait, de sur qui porte le risque, hein, entre l'assuré ou la caisse, qui est fondamental. Ça transfère, en fait, le risque de l'assureur vers l'assuré. Pour la gauche, le bilan est catastrophique. Alors question, pourquoi le Parti socialiste et les syndicats ont-ils soutenu dès le départ la doctrine des 3 piliers? Fritz Leuthi a été le secrétaire central de l'Union syndicale suisse de 1970 à 1991, en charge du dossier de la prévoyance vieillesse. Il a siégé comme expert dans les diverses commissions parlementaires et a suivi de près l'élaboration de la LPP au Parlement. Ce système reposant sur 2 piliers me semble correct. Mais ce que l'on en a fait au niveau de la loi, c'est une toute autre question. Le principe de la primauté des prestations était très clairement au premier plan. Et j'ai été déçu au Parlement de voir avec quelle facilité le camp bourgeois a abandonné ce compromis alors qu'il l'avait encore approuvé en commission. Et la deuxième déception a été le fait que peu d'efforts ont été entrepris pour créer des caisses de pension vraiment autonomes. On a repris les modèles prêts à l'emploi des compagnies d'assurance. On a ainsi non seulement accepté des frais administratifs plus élevés, mais on a également renoncé à disposer du capital de manière autonome. Ce sont donc des déceptions qui sont apparues avec la loi, mais nous ne sommes pas la majorité parlementaire. La relation des syndicats et donc d'une bonne partie de la gauche aux politiques sociales, elle est évidemment très compliquée. On adhère à un syndicat, mais on adhère à des caisses en fait concrètement. L'horizon politique au fond, c'est de créer des caisses de retraite paritaires, professionnels avec les patrons de l'industrie des machines. Le problème des syndicats, c'est pas tellement qu'ils sont faibles, c'est plutôt qu'ils sont d'accord en fait avec la politique qui est mise en place. En fait, les syndicats sont dans une logique d'étroit partenariat avec le patronat. On peut dire la même chose du Parti socialiste qui est sur une ligne identique, c'est-à-dire trouver à tout prix un compromis avec la droite. Au bout du compte, la loi qui entre en vigueur en 1985, 13 ans après la votation de 1972, est pleine de trous. On s'en rendra compte en 2002 lors du scandale des 20 milliards. Mais elle est conforme aux objectifs du protocole. Espérons que lorsque la LPP sera adoptée, nous pourrons dire avec bonne conscience qu'avec cette dernière bataille, nous avons aussi gagné la guerre. Et quelle victoire! Si, durant les premières années, les assureurs réalisaient dans la gestion des caisses de pension environ 10% de leur chiffre d'affaires, à partir de 1972, cela grimpe nettement jusqu'à dépasser les 70%. Aujourd'hui, le bilan est amer. Le niveau des rentes ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. En 2020, la rente médiane AVS plus deuxième pilier des nouveaux retraités se monte à 3 459 francs par mois. Cela signifie que la moitié des personnes concernées touchent moins. Le versement d'une rente totale égale pour une personne seule au moins à 60% du dernier revenu brut du travail. Pour beaucoup, l'objectif des 60% relève en fait du mirage. Au niveau historique, lorsqu'on a évoqué ce 60%, on a assez rapidement parlé aussi d'un 70% en disant ça devrait être 70% du salaire des personnes, même du salaire net. Par conséquent, on voit bien qu'il y a une discussion. On ne dira pas aujourd'hui qu'il y a une controverse, mais je pense qu'il y a une discussion et le 60% pour maintenir le niveau de vie antérieur paraît objectivement, et si on est raisonnable, insuffisant. On avait imaginé dans les années 70 des carrières professionnelles qui étaient linéaires. La détérioration du marché du travail, surtout pour la catégorie
des 50 ans et plus a des conséquences directes et indirectes sur la constitution du capital du deuxième pilier, qui est quand même la promesse d'avoir des rentes suffisantes pour vivre, disons, de manière acceptable sa retraite. Est-ce qu'on est prêt à augmenter les cotisations pour avoir plus de capital, de façon à ce que quand vous partez à la retraite et que vous vivez plus longtemps, bien ce capital maintient votre niveau de rente tout au long de votre vie? C'est plus une question politique. Est-ce que vraiment on veut, est-ce que les employeurs et les employés sont prêts à augmenter ce capital ou pas? Sur le plan technique, c'est assez facile, c'est un calcul assez facile à faire. Donc il faut commencer d'économiser plus vite, plus ou plus longtemps, c'est l'âge de la retraite. C'est les trois variables sur lesquelles on peut travailler, mais ces trois variables éminemment politiques. Avec les données actuelles, on peut être extrêmement pessimiste, et donc la logique qui aujourd'hui est déjà inscrite dans le deuxième pilier en particulier, c'est la baisse des prestations. Et cette baisse des prestations, elle n'est pas seulement quelque chose qui va intervenir ces prochaines années, elle est déjà réelle. Donc l'avenir est relativement sombre parce que ça signifie que les promesses ne pourront pas être tenues, voire pire. On peut imaginer ce qui était absolument hors de question, que les rentes qui sont servies aujourd'hui puissent être diminuées. Il faut plus de répartition à l'intérieur même du système du deuxième pilier. Et à cela, la droite s'oppose farouchement. Mais il n'y a aucune raison de considérer que le deuxième pilier doit rester pur de toute immixtion, de toute intervention, je dirais, de correction des discriminations auxquelles il soumet actuellement les femmes, et en particulier les très bas revenus et les revenus des personnes en situation précaire. Le vice de forme, c'est d'avoir, au fond, confié la gestion des fonds d'une assurance sociale à des assurances privées. Depuis sa mise en œuvre, la fortune du deuxième pilier a augmenté de façon spectaculaire. Elle dépasse aujourd'hui les 1000 milliards de francs. La gestion de cette somme faramineuse intéresse non seulement les assureurs vie, mais également les banques, les sociétés de placement, les fonds d'investissement et autres bureaux de conseil financier. Il y a 50 ans, un petit groupe de dirigeants de l'économie ont fixé un cadre et un cap. Nous en supportons aujourd'hui les conséquences. Après une année de contact, Swiss Life a finalement refusé sans explication toute interview et nous a renvoyés à l'Association suisse d'assurance. Nous avons été en discussion avec AXA pendant 4 mois. La société a reporté l'interview la veille du rendez-vous fixé 2 mois auparavant, au motif d'un soudain manque de temps. Depuis, plus de nouvelles. Pax a considéré nos questions comme trop politiques et s'est désisté. Helvetia refuse sans commentaire et renvoie à l'Association suisse d'assurance. Baloise Assurance et Allianz Suisse, réponse négative, sans autre explication. L'Association suisse d'assurance a retiré son interview parce qu'elle estimait que les questions sortaient du cadre convenu. Elle a répondu par écrit à propos de l'affaire des excédents de 2002. Ces critiques ont été prises en compte dans la révision de la LPP et les possibilités de bénéfices ont été restreintes. Les assureurs vie doivent disposer de suffisamment de capital risque pour pouvoir absorber les pertes. Pour cela, les assureurs vie doivent pouvoir réaliser des bénéfices suffisants. Oui, il dispose d'un appareil puissant pour éclairer le public. Il faut se garder de s'entre-déchirer, des problèmes de capacité se poseront de toute façon. C'est une lutte de pouvoir.
C'est une lutte de pouvoir, on ne peut pas l'appeler autrement. Il faut marquer un territoire, on a des revendications, et puis on voit ici, voilà, pas trop de contrôle, on ne veut pas de centralisation. Oui, et ils ne veulent pas d'un appareil de contrôle étatique. Ils ont réussi tout cela. Laissez-nous faire et tout ira bien. On a vu que là, effectivement, ils ont gagné, mais que ça a fait perdre de l'argent aux assurés. Je n'ai pas du tout réalisé à quel point nous étions engagés dans une guerre.